But then came men of the 144th Guards Motor Rifle Division. As part of small tactical rifle teams, they pushed across tree lines and mopped up entire fortified bastions. At one point, we see 4 Ukrainian soldiers running out from a dugout that had been smoked. Les nouvelles à l'Est sont extrêmement inquiétantes. Ce sont ces 125 000 hommes qui sont massés à la frontière de l'Ukraine. Il y a aussi des exercices de la Russie dans la Baltique qui doivent faire lever l'oreille, mais surtout 125 000 hommes à la frontière de l'Ukraine. Pourquoi faire? On va d'abord écouter Vladimir Poutine qui prétend que c'est l'Ouest qui continue à le provoquer, et on va voir ce que représente cette masse de soldats russes à la frontière. Regardez. C'est mauvais parce que c'est une attitude malhonnête. Je ne vais pas rentrer dans des questions politiques maintenant, mais nous n'avons pas organisé le coup d'État en Ukraine, vous le savez. On nous a toujours dit qu'il fallait la démocratie, des élections, et puis il y a eu un coup d'État. Et tout s'est passé comme prévu, et cela a été sanglant. Et ils ont continué à détruire le Donbass et ainsi de suite. Vous nous avez forcés à faire ce que nous faisons maintenant, tout en essayant de nous rendre coupables. Et voici les toutes dernières nouvelles de la soirée. Elles sont très marquantes. C'est le Washington Post qui le révèle, et c'est peut-être un des signes les plus inquiétants d'une poussée de la Russie vers l'Ouest depuis 2022. 125 000 hommes. Rappelez-vous les chiffres de février 2022. C'était 150 000 hommes que la Russie avait massés aux portes de l'Ukraine. Et c'est maintenant 125 000. Et rappelez-vous ce qui se passait en 2022. On disait, 150 000, c'est pas assez, c'est pas possible qu'ils essayent quelque chose. 125 000, 150 000. Qu'est-ce qui peut être en train de se préparer? Général. Mais vous êtes aussi mon amiral. Allez, amiral. Alors, la bataille de Midway. Non, Général Richoux, merci beaucoup d'être là. Samantha de Bendern à la Poédie. Merci à Richard Verly de nous rejoindre. On peut craindre le pire. Quand vous voyez la blonde ukrainienne, là, on peut craindre le pire. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Xavier Titelman et Guillaume, vous êtes toujours avec nous. D'abord vous, Général, pourquoi masser 125 000 hommes à la frontière de l'Ukraine? Alors justement, par rapport à 2022, il y a une grosse différence. Il y avait 100 000, 150 000 hommes, mais sur toute la durée, sur tout le front, c'est-à-dire sur 1200 kilomètres. Donc dispersion des efforts, c'est allé nulle part. Là, c'est une concentration des efforts de 125 000 hommes sur un point particulier du front. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. Lisons ce que dit le Washington Post. La Russie devrait lancer une offensive majeure cet été contre la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, qu'elle tente de conquérir depuis le début de la guerre, et continue ses responsabilités citées par le Washington Post. Les attaques de moindre ampleur sont attendues aux frontières des régions de Soumy, Kharkiv. Persuadé que le temps joue en sa faveur, Poutine a déployé plus de 125 000 soldats à ses frontières. Xavier. C'est une masse de manœuvres. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire et est-ce qu'ils ont le matériel qui va avec? Parce qu'on a des accumulations de personnel qui occupent des campements, mais s'il n'y a pas la quantité de chars qui va avec, les véhicules de déminage, s'il n'y a pas une capacité de préparer le terrain pour lancer ces assauts, on peut espérer que ça se termine comme l'offensive de Kharkiv l'année dernière, où il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de Russes qui ont réussi à progresser quelque chose comme 3 kilomètres en profondeur. Et aujourd'hui, ils n'ont pas progressé davantage. Donc vraiment, c'est question de profondeur stratégique et également de savoir quelle est la réserve ukrainienne en face. Les Ukrainiens, ils donnent l'impression d'avoir une masse de manœuvre et surtout, ils ont plus un déficit d'obus comme par le passé et ils ont aussi une capacité de brouiller les bombes planantes. Et donc, les avantages qu'on avait il y a 1 an pour les Russes, pour une partie d'entre eux, en tout cas, ils n'existent plus aujourd'hui. On assiste à une offensive. Il faut mettre bout à bout les images qu'on a des bombardements. Moi, j'aime bien un truc Titelman, parce qu'il annonce toujours des choses farfelues. Je ne sais pas si c'est vérifiable ou pas. Je ne savais pas que les Ukrainiens, désormais, ils avaient les moyens de brouiller les bombes planantes. Je sais qu'à la base, les Russes faisaient juste tomber leurs bombes et ensuite ils ont commencé à rajouter les ailes là pour les ramener. Mais je ne sais pas si les ailes là, ils étaient téléguidés ou pas. Ça, c'est une information à vérifier. Parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rééquilibrer sur le champ de bataille. Parce qu'on disait que les Ukrainiens ne pouvaient plus se reconcentrer parce que dès qu'ils se reconcentraient, ils étaient sous la menace de se prendre une FAB, de se prendre une bombe planante. Et donc, si désormais ils peuvent brouiller les bombes planantes, ça veut dire qu'ils auront aussi à nouveau la possibilité de pouvoir reformer des concentrations d'Ukrainiens. Après maintenant, quand on voit comment les Russes ont développé les Iskander, je ne sais pas si c'est mieux de se prendre un FAB ou si c'est mieux de se prendre plusieurs Iskander sur la tête. Parce que nous avons bien vu que les Iskander ont pris la supériorité sur
les patriotes et les antimissiles que dispose l'Ukraine. Après maintenant, une deuxième chose, c'est que les Russes, comme ils viennent de le rappeler eux-mêmes, parce que souvenez-vous encore, ce sont les mêmes qui disaient que la Russie n'a pas été en capacité de conquérir toute l'Ukraine, patati patata. Mais comme eux-mêmes viennent de dire, la Russie, quand ils ont commencé l'opération spéciale, quand ils ont mis l'Ukraine à genoux, quand l'Ukraine a été négociée avec eux, ils n'étaient que 150 000 hommes. Et l'armée ukrainienne était en sa totalité. Et en ce moment-là, la totalité de l'armée ukrainienne était, je crois, supérieure à 500 000 hommes. Donc, selon certains, ils étaient 800 000 ou 700 000. En tout cas, il y avait plus de 3 soldats ukrainiens pour un soldat russe. D'une armée ukrainienne qui avait 1 million d'hommes il y a une année et demie, et donc qui était plus nombreuse que l'armée, que l'armée russe, puisque l'armée russe avait, si je vous montre les chiffres, d'ailleurs les chiffres ukrainiens, il n'y a pas c'est même pas les chiffres russes, donc on n'est même pas dans la propagande ici. Je veux juste vous montrer ça, voilà, comme ça. Voilà donc les effectifs tels que les Ukrainiens le voyaient, les effectifs de l'armée russe en Ukraine. Donc, on pouvait dire que jusqu'au début 2024 au minimum, l'armée ukrainienne était 2 fois plus puissante pratiquement que les effectifs que l'armée russe en Ukraine. Et pourtant, c'est l'armée russe qui avance et l'armée ukrainienne aujourd'hui n'a plus de personnel. Ce qui d'ailleurs tend à remettre en question les chiffres que nos médias donnent sur les pertes russes, qui manifestement sont des chiffres totalement politiques et des chiffres de propagande qui ne retracent pas la réalité. Et effectivement les Russes avaient autant de pertes et si les Ukrainiens parvenaient à maintenir autant de troupes sur le terrain, ils n'auraient pas besoin de recourir à des expédients pour recruter leurs militaires sur le terrain. Mais malgré ça, les Russes, ils avaient réussi à encercler presque Kiev et à contraindre Zelensky à accepter le traité de paix qu'il a englouti quand les Russes ont accepté de bonne foi, comme le rappelle souvent Jacques Beau, quand ils ont accepté de bonne foi de se retirer aux alentours de Kiev et que Boris Johnson est arrivé, et ensuite il leur a dit bon, désormais on va vous soutenir jusqu'à la victoire. Apparemment la victoire est passée par la fenêtre et aujourd'hui Zelensky est prêt à tout pour négocier. Il est prêt à tout parce que la situation sur le terrain est juste catastrophique. Et alors que la situation pour les Ukrainiens est catastrophique, ici vous avez Chitelman qui vous dit bon, on est presque à égalité. Il y a égalité d'obus, il y a brouillage de bombes planantes et patati patata. Donc, à le croire, les Ukrainiens, tout va bien, circuler, il n'y a pas de problème. Bombardement sur Kiev. L'effort de guerre très important des Russes pour bombarder avec les drones, avec les missiles dans la région de Kiev, cette masse à la porte de l'Ukraine, ils sont à l'offensive. Oui, ils sont à l'offensive, mais Vladimir Poutine a été très clair. Il veut créer une zone tampon, donc prendre une partie de la région de Sumy, de Kharkiv, y compris de Tchernihiv un peu plus au nord. Donc ça coïnciderait aussi avec cet objectif. Le nouveau commandement des forces terrestres, Alexei Mordvichev, a une façon, c'est lui qui a pris Mariupol. Sa façon d'avancer, c'est préparer le terrain avec des drones, faire un maximum de dégâts et ensuite avancer. Mais il faut aussi savoir que les Russes perdent beaucoup d'hommes. Donc ils avancent, ils grignotent du terrain, mais chaque centimètre carré leur coûte parfois des centaines, sinon ce sont des milliers de morts. On voit bien que c'est un défi au-delà de l'Ukraine, lancé à toute l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest s'attendait à ce qu'il ralentisse. Il fait le contraire. En fait, moi, je ne comprends pas. Ces gens-là, ils sortent leurs statistiques d'où? Et eux-mêmes, ils disent que les Russes préparent d'abord le terrain. Et ça fait 3 ans de guerre intensive dans lesquelles les Russes, ils sont. Et ils ont développé un savoir-faire que, à part peut-être les Ukrainiens qui sont en face d'eux, il n'y a pas une armée au monde aujourd'hui qui pourrait s'orgueillir ou dire qu'on a les capacités opérationnelles des Russes.
Et donc maintenant, ce n'est plus l'armée russe des premières heures ou de la première année que les Ukrainiens ils ont en face d'eux, bien que eux aussi ne soient pas la première armée ukrainienne qui a combattu les Russes. Nous savons que du côté ukrainien, même si eux semblent l'oublier, il a été dévoilé ici. Les gens sont peu formés, les gens ne sont pas assez formés, les gens sont trop vieux. Il y a un élément qui me semble intéressant, c'est de voir la manière dont les soldats ont été recrutés. Alors, quand vous regardez, on va mesurer l'expérience opérationnelle des militaires qui ont été envoyés en France. Donc, il y a 2000 militaires de cette brigade mécanisée qui ont été envoyés en France pour formation. Et parmi ces 2000, il y en avait pratiquement 150 qui avaient moins d'un mois de formation. Autrement dit, c'est simplement des gens qui avaient été récupérés sur les trottoirs de je sais pas quelle ville, et puis qui avaient été simplement balancés comme ça avec un uniforme pour former cette brigade. Donc on a 7% de gens qui n'ont absolument pratiquement aucune formation et qui ont été recrutés sans même sélection. C'est-à-dire on a vraiment pris les gens qu'on a réussi à ramasser sur les trottoirs. Près de 1500 de ces militaires avaient moins de 2 mois de formation. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient été recrutés, qui n'étaient pas des volontaires, qui ont été recrutés contre leur gré et qui ont été avec une formation de moins de 2 mois. Donc c'est pour savoir ce que ça veut dire. En Suisse, ça correspondrait à la moitié d'une école de recrue. On considère qu'une école de recrue qui dure 4 mois est une recrue une formation à l'issue de laquelle on a un militaire qui est à peu près bien formé. Et elle dure 4 mois en Suisse, donc moins de 2 mois en Ukraine. Vous pouvez imaginer que ça représente vraiment une formation extrêmement insuffisante pour envoyer quelqu'un sur le champ de bataille. Il y avait environ 450 militaires qui avaient moins d'une année de formation, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà été sur le terrain probablement, qui avaient une certaine expérience et qui avaient, disons, on pourrait dire une certaine bouteille pour cette formation. Et finalement, 50 qui avaient une formation de plus d'une année. Donc en gros, sur les 2000 qui ont été envoyés en France, on avait environ 25%, soit environ 500, qui avaient une formation, une vraie formation de militaire, si vous voulez. Et ça montre, je pense que ce schéma est assez représentatif du désarroi dans lequel se trouve l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a essentiellement des militaires qu'on envoie sur le champ de bataille avec une formation minimale. En d'autres termes, on les envoie littéralement à la mort, d'une certaine manière. Et ça se fait, on le sait depuis très longtemps. Hein. Là, on a pu avoir ces chiffres sur Anne de Kiev, donc je vous montre ces chiffres. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, parce qu'il y a eu de nombreux articles qui sont parus, même dans la presse ukrainienne d'ailleurs, qui montrent qu'on a envoyé des soldats en sachant qu'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour combattre. Et donc ce n'est pas la même armée en termes de qualité. Ils ont quelques brigades d'élite qui restent, mais le reste n'est pas au niveau des Russes. Or, les Russes, tout au long de ce conflit, ont reformé leur armée, ont reformé leur process, ont tout reformé. Donc c'est une armée qui capitalise sur son expérience de la guerre qu'elle a continuellement. Et donc si jamais il y a une offensive comme l'envisage Tettelmann, les erreurs qui ont été faites au début, qui les faisaient rigoler sur ces plateaux, souvenez-vous comment ils rigolaient de fait que les Ukrainiens tendaient des embuscades aux chars russes, aux hélicoptères russes, en leur tirant dessus avec des javelines et tout ça. C'est juste plus possible. C'est pour cela, même pour la prise de Pokrovsk, nous voyons bien que, même la prise dans le Donbass, comme on l'a vu et comme on le verra lundi, nous voyons bien qu'il y a une préparation intensive du contrôle du terrain par les drones, par les droniers russes,
Et nous rappelons que les drones russes maintenant sont meilleurs que les drones ukrainiens, comme l'avait un temps prétendu Titelman. Donc, ils vont d'abord contrôler la zone. Et une fois qu'ils contrôlent la zone, c'est là que l'infanterie va commencer à venir. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là peuvent dire encore que les Russes font comme avant, ils envoient leurs trucs comme du bétail. Non. Les Russes, en plus de ça, deuxièmement, ont en mémoire tout ce que les gens de l'OTAN ont dit. Que si jamais la Russie était faible, ils seraient déjà rentrés en Ukraine pour botter les Russes hors de là. Et donc les Russes, ils savent que chaque soldat qu'ils ont maintenant est précieux. Parce qu'on s'approche de la fin de la guerre et il faudra maintenir un stock de soldats suffisamment haut pour dissuader une bonne fois pour toutes tous ces gens-là qui ont provoqué cette situation en Ukraine. Donc, il y a tout un tas de choses que, dans les 3 ans, ils semblent oublier. L'armée russe n'est pas l'armée russe de 2022. Le savoir-faire russe n'est pas le savoir-faire russe de 2022. Et donc, les choses que soi-disant étant prétendu les Russes faire, probablement qu'ils le font, mais ils le font en mieux. Les Russes continuent d'attaquer et surtout les Russes ont changé leur système d'attaque pour préserver le maximum de soldats qu'ils ont. Et donc cette dame-là qui vient maintenant pour rassurer soi-disant les gens, les Russes ils avancent mais au prix d'énormes sacrifices. Quand vous regardez History et Légende, allez regarder History et Légende, vous verrez comment les Russes préparent le terrain avant d'attaquer. Let's begin, shall we? On the 4th of January, the region of Ivanivka entered the Grey Zone, a small Russian storm detachment crossed the river. Here you can see 9 soldiers as part of one of these assault squads, trying to cross over this body of water. Once this was done, they quickly spread out across town. Like African migrants in Ceuta, one team cut a path through lines of barbed wire and then let all of their comrades through. From there, they infiltrated the village, making sure no Ukrainian stronghold was left behind. A unit is running from the battlefield! Here's a good view of the position. We see the Zherebiets River and the swampy pond all around. Beyond, we see the settlement of Ivanivka, and behind it, the heights overlooking the village. In response to this enemy incursion, Ukrainian tanks were immediately dispatched to mop up the village by releasing massive loads at point blank into every house. This left the Russians in a sticky situation. They were about to lose the bridgehead, but instead of giving up, they decided to double down. In the following hours, fighting spread to the southern edge of the village, right along this ridgeline. Whoever controlled these heights commanded the entire battlefield. As you can notice, there were trenches and underground firing positions all along this ridgeline. But then came men of the 144th Guards Motor Rifle Division. As part of small tactical rifle teams, they pushed across tree lines and mopped up entire fortified bastions. At one point, we see 4 Ukrainian soldiers running out from a dugout that had been smoked. Shortly after, they're followed by another 2 of their comrades. Together, they run along the main trench, dodging grenades and drones. They entered this dugout, but then it got FPV'd. The Ukrainian fire team then exits the dugout. A first soldier gets out. He's inside a crater, and the moment he peeks out, he gets hit by a bullet. Then 3 others are left in this crater. One of them seems to be badly wounded. The Russians are approaching. Something has to be done fast. The 2 other soldiers are trying to lift their heads to find a way out. But this is impossible because there are bullets whistling left and right. And while they were thinking about what to do next, boom! An FPV drone flew right into their position. The only words I can think of is, war's hell. This is just a glimpse of the war and it's just horrible. Poor guys. Poor guys. 2 days later, Ivanivka officially came under Russian control. Against the odds, the 144th Guards Motor Rifle Division achieved the unthinkable. They had secured a sizable bridgehead over the Zherebiets River, and they even managed to capture the surrounding hilltops. What a disaster for our beloved Ukrainskaya Armia. And like the saying goes, будет только хуже. It will only get worse. En fait, je ne sais pas pourquoi l'Europe s'attendait qu'il ralentisse. Poutine, il répétait sans arrêt qu'il allait continuer, qu'il veut conquérir toute l'Ukraine. Il insiste qu'il veut absolument... Voilà le mensonge.
Poutine, il répétait sans arrêt qu'il veut conquérir toute l'Ukraine. Donc cette dame, elle est incapable de dire une phrase sans mentir sur la Russie ou sans mentir sur Poutine. Récupérer déjà les 4 régions qu'ils détiennent, pas entièrement, mais il veut aller jusqu'aux frontières administratives de ces régions de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. Et récemment, nous avons vraiment entendu les menaces proliférées par les Russes que si les Ukrainiens ne rendaient pas ces 4 régions, disons, de leur bonne volonté, de plein gré, tout ça comme ça partir et laisser les terres ukrainiennes aux meurtriers sadiques. Elle, tout est bon. Elle, on lui laisse passer tout ce qu'elle veut. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Arcom n'est pas encore tombé sur cette dame. Je ne comprends pas comment est-ce que l'Arcom n'est pas déjà tombé sur cette dame quand on voit toutes les énormités qu'elle raconte sur les Russes ici. Donc, il va prendre encore Soumy et Kharkiv, mais je pense que il a les petits bras pour ça. Il ne pourra pas vraiment aller jusqu'à acquérir ces régions parce que les lignes de défense, aussi en plus qu'a dit Xavier, il y a eu des lignes de défense qui ont été quand même assez renforcées, ce qui n'était pas le cas en tout début de la guerre en 2022. Richard Verly, on va regarder la statistique. Quelles lignes de défense ont été renforcées? Les Ukrainiens ont mangé l'argent des lignes de défense. Et maintenant, les lignes de défense, justement, ne tiennent plus à cause des FAB. Parce que c'est à cause de ces lignes de défense que les Russes ont ressorti les bombes planantes. Comme ça, quand ça tombe dessus, ça casse la ligne de défense. Donc, c'est juste incroyable de voir à quel point ces gens-là ne tirent même pas profit de 2 années qu'ils ont passées à commenter la guerre d'Ukraine eux-mêmes. Peace out.